Avez-vous déjà vu un fantôme valant 200 millions de livres sterling? Il se dresse en ce moment même au cœur du comté anglais du Buckinghamshire. Pas des ruines, pas une forteresse médiévale, mais un palais colossal, dont les fenêtres sont barricadées, et les grandes salles où se décidait autrefois le destin de l'Empire britannique ne servent plus que de refuge à l'humidité et à la poussière. Cet endroit s'appelle Mentmore Towers. Et si vous vous approchez plus près, à travers le silence, vous entendrez peut-être l'écho de la plus bruyante fête de l'époque victorienne, qui s'est terminée par la plus honteuse trahison de l'histoire de la culture britannique. Comment se fait-il qu'une maison construite par la dynastie la plus riche de la planète, les Rothschild, se dresse aujourd'hui abandonnée, comme un jouet inutile? Pourquoi le gouvernement britannique a-t-il volontairement permis la destruction d'une collection qu'on appelait le Louvre des mains privées? Cette histoire n'est pas faite de briques et d'or. C'est l'anatomie d'une chute. L'histoire de la façon dont l'ambition d'un homme de construire un paradis sur Terre s'est heurtée à la froide bureaucratie d'un autre siècle. Et au centre de ce drame, ni un roi, ni un général, mais un homme qu'on appelait le baron Mayer. En 1850, le baron Mayer Amschel de Rothschild était sans doute le représentant le plus étrange de sa légendaire famille. Tandis que ses cousins et ses frères dirigeaient des banques, finançaient des guerres et construisaient des chemins de fer, Mayer voyait le monde autrement. Il était le fils cadet, l'héritier en trop. Les chiffres secs des grands livres de la City de Londres ne l'intéressaient pas. Ce qui l'intéressait, c'était la beauté et la vitesse. Imaginez un homme au regard doux qui se sentait plus à l'aise en selle sur un cheval de course que dans le fauteuil d'un banquier. Il était un outsider au sein de la famille la plus puissante du monde. Il n'avait pas besoin de gagner de l'argent. Il en avait déjà en quantité difficile à concevoir. Il avait besoin d'autre chose. Mayer voulait créer quelque chose qui ferait taire d'admiration l'aristocratie anglaise guindée, qui regardait de haut son nom juif. Il ne conçut pas simplement une maison, il conçut un manifeste. La plupart des aristocrates de l'époque vivaient dans de vieux châteaux ancestraux froids, où les courants d'air parcouraient les couloirs depuis des siècles. Mayer de Rothschild décida que son palais serait différent. Il voulait allier la grandeur du passé aux technologies du futur, dont personne n'avait même l'idée. Mais pour ce projet impossible, il lui fallait un homme qui ne connaissait pas non plus le mot « impossible ». Et c'est ici que commence le premier paradoxe de notre histoire. Qui le plus riche homme d'Angleterre engage-t-il pour construire son Versailles? Un architecte célèbre de la Royal Academy? Non, il engage un jardinier. L'homme s'appelait Joseph Paxton. Oui, formellement, il était déjà connu comme le créateur du légendaire Crystal Palace. Mais dans l'âme, il restait un homme qui construisait des serres. Et c'est précisément cette décision folle, confier la pierre et l'or à un maître du verre et de la lumière, qui posa les bases de l'un des bâtiments les plus étonnants d'Europe. Personne ne savait alors que cette innovation même, la toiture de verre traversant le cœur de la maison, deviendrait la métaphore de toute l'existence de ce domaine. Transparence, éclat, fragilité. Il semblait impossible qu'une telle beauté puisse un jour disparaître. Mais les horloges avaient déjà commencé à tic-tac, bien que personne parmi ceux présents à la pose de la première pierre ne l'ait entendu. Pour comprendre la tragédie qui se déroulerait 120 ans plus tard, il faut revenir aux origines. Mayer Amschel des Rothschild naquit en 1818 dans un monde où le nom Rothschild signifiait déjà un pouvoir surpassant celui de nombreux monarques. Mais dans l'Angleterre victorienne,
Il existait une monnaie qu'on ne pouvait convertir en livres sterling. L'origine. Pour l'aristocratie foncière anglaise, dont les ancêtres étaient arrivés sur l'île avec Guillaume le Conquérant, les Rothschild restaient des étrangers. Ils étaient trop riches, trop influents, et, ce qui était crucial à l'époque, ils étaient juifs. Mayer grandit avec une compréhension claire de la muraille invisible. On l'acceptait dans les salons, on lui empruntait de l'argent, mais on ne le considérait jamais comme l'un des leurs. La plupart des gens à sa place auraient choisi la voie de l'assimilation ou au contraire de l'isolement. Mayer choisit une troisième voie. Il décida de créer son propre monde qui éclipserait l'ancien ordre. Sa philosophie était un mélange d'hédonisme et de calcul froid. Contrairement à son père Nathan, qui était un génie financier et un bourreau de travail, Mayer se positionnait comme un gentleman amateur. Il comprit que la voie vers le cœur de la haute société anglaise passait par deux choses, l'art et la chasse. Ce fut sa première grande stratégie. Il ne construisit pas une banque, il construisit une scène. En 1850, il commence à acheter des terres dans le comté du Buckinghamshire. Le choix du lieu n'était pas aléatoire. C'était un tir de sniper précis. La terre se trouvait au cœur des meilleures réserves de chasse d'Angleterre, à seulement 40 miles de Londres. Mayer savait que s'il créait ici une base pour la chasse au renard, le principal divertissement de l'élite, les aristocrates viendraient d'eux-mêmes. Et pas seulement venir, mais se disputer une invitation. C'est ainsi qu'est né le concept de Rothschildshire. Mayer et ses proches commencèrent à acquérir méthodiquement des domaines dans la même région, transformant le Buckinghamshire rural en un enclave de luxe sans précédent. Mais à Mayer, il ne suffisait pas d'acheter simplement la terre. Il lui fallait un bâtiment qui serait une gifle au goût public, dans le bon sens. Les anciennes maisons anglaises étaient sombres, froides et inconfortables. Elles sentaient l'humidité et les chiens. Mayer voulait une maison qui embaumerait les parfums, l'or et l'avenir. C'est ici que se révéla son caractère. Un rêveur qui pense comme un ingénieur. Il rejeta le gothique traditionnel que les Victoriens adoraient. La sombreur du Moyen-Âge lui répugnait. Il se tourna vers la Renaissance. Son inspiration fut les palais italiens baignés de soleil et les châteaux français. Il voulait apporter la lumière du Sud dans l'Angleterre pluvieuse. C'est pourquoi le choix se porta sur Joseph Paxton. Les aristocrates riaient. Rothschild a engagé un jardinier pour construire un palais. Mais Mayer voyait ce qu'il ne voyait pas. Paxton, qui avait construit le Crystal Palace en verre et en fer, savait manipuler la lumière et l'espace comme aucun architecte classique ne le pouvait. Mayer lui donna carte blanche et un budget qui, aujourd'hui, équivaudrait à des dizaines de millions de livres sterling. Ce fut le début d'un style que les historiens de l'art appelleront plus tard le goût Rothschild, le goût des Rothschild. C'était l'excès porté à l'absolu. Si or, alors beaucoup. Si velours, alors framboise. Si meuble, alors ayant appartenu à des rois de France. Mayer ne créait pas simplement un nid confortable, il créait une vitrine. Chaque vase, chaque tableau, chaque cheminée devait crier que les Rothschild n'étaient pas simplement égaux à l'aristocratie, ils l'avaient surpassée. Mais derrière tout cet éclat se cachait un profond conflit social. Mayer construisait cette maison comme une forteresse pour sa famille, un lieu où ils pouvaient être eux-mêmes, sans se soucier des murmures dans leur dos. Il créait une illusion d'éternité. Il croyait que si les murs étaient assez épais et la collection assez grandiose, son héritage serait protégé de tous les vents de l'histoire. Il se trompait. Il n'avait pas prévu que la principale menace viendrait non de l'extérieur, mais de l'intérieur même du système dans lequel il aspirait tant à s'intégrer.
Au moment du début de la construction, en 1852, Mayer avait déjà la terre, l'argent et le plan. Mais il manquait l'élément principal qui transformerait cette maison d'un musée en un centre dynastique. Il lui fallait un héritier. Ou, comme le décida le destin, une héritière, dont la vie deviendrait la clé de l'ascension et de la chute de Mentmore Towers. En 1874, le grand dessein de Mayer de Rothschild se heurta à un obstacle insurmontable, la mort. Le créateur de Mentmore s'en alla, laissant derrière lui une fortune colossale et une unique fille, Anna. À 23 ans, elle devint la plus riche fiancée d'Europe. Les journaux qualifiaient sa fortune d'incalculable, mais les envieux murmuraient que nul million ne pourrait effacer le stigmate des étrangers de son nom de famille. Mentmore Towers se figea. On aurait dit que la immense maison, privée de maître, se transformerait en cage dorée pour l'héritière solitaire. Mais c'est précisément ici que l'histoire prend un virage brusque. Un second personnage clé entre en scène, dont l'apparition changera à jamais le destin de cette maison. Archibald Primrose, 5e comte de Rosebery. Si les Rothschild étaient le symbole d'une nouvelle puissance financière audacieuse, Rosebery incarnait l'ancienne, arrogante Grande-Bretagne. Il avait 28 ans. Il était brillamment éduqué, beau, incroyablement ambitieux, mais connu pour son caractère complexe et mélancolique. Il existe une célèbre légende historique selon laquelle déjà à Eton, Archibald s'était fixé 3 objectifs: épouser l'héritière la plus riche d'Angleterre, remporter les principales courses de Derby et devenir Premier ministre. Beaucoup y voyaient une plaisanterie. Personne ne se doutait qu'il accomplirait chaque point de ce plan. La rencontre de Anna et d'Archibald ne fut pas un conte de fées romantiques au sens habituel. Ce fut la collision de 2 galaxies. Pour Archibald, le mariage avec une Rothschild était un défi. Ses propres amis aristocrates le dissuadèrent d'unir sa vie à une famille juive, le considérant comme une mésalliance. Pour Anna, ce mariage fut le passeport définitif dans le club fermé de l'élite dirigeante, où même l'argent de son père ne pouvait acheter un billet d'entrée. Leur mariage en 1878 devint l'événement mondain majeur de la décennie. La cérémonie fut honorée de la présence du prince de Galles lui-même, futur roi Édouard VII, ce qui constitua un signal public. Les Rothschild étaient acceptés. À cet instant, Mentmore Towers cessa d'être simplement une riche demeure. Il se transforma en centre politique de l'Empire britannique. Ce fut précisément cette union de l'ancienne aristocratie et du nouveau capital qui trouva son reflet idéal dans l'architecture même de Mentmore. La maison fut l'incarnation physique de leur mariage bien avant qu'ils ne se rencontrent. Extérieurement, c'était un bâtiment rendant hommage à la tradition anglaise. Des tours, une sculpture en pierre, une silhouette évoquant les manoirs élisabéthains du XVIe siècle. C'était le monde d'Archibald. Mais à l'intérieur se cachait le monde des Rothschild. Un monde de progrès et d'innovation qui choquait l'invité non préparé. Lorsque les attelages approchaient de l'entrée principale, les visiteurs s'attendaient à voir un hall sombre et lugubre, typique des châteaux de l'époque. Au lieu de cela, ils entraient dans un espace inondé de lumière. Joseph Paxton, le génie du verre, accomplit ici une révolution architecturale. Il couvrit l'immense cour intérieure d'une toiture en verre, créant le grand hall. C'était un espace de 48 sur 40 pieds, où le ciel était visible directement au-dessus de la tête. Mais les invités étaient protégés de la pluie et du froid. Ce n'était pas simplement un vestibule, c'était une scène. Imaginez ce contraste. Les anciens tapisseries et armures, symbolisant l'antiquité de la lignée, étaient illuminés non par de faibles bougies, mais par des flots de lumière du jour,
passant à travers des panneaux de verre industriels. L'ancien rencontrait le nouveau. La tradition rencontrait la technologie. L'union de Anna et d'Archibald insuffla dans ces murs une vie dont Mayer ne pouvait que rêver. Mentmore devint le lieu où se décidaient les sorts du cabinet des ministres. Ici, parmi les palmiers plantés directement dans le hall, une autre innovation de Paxton qui transforma la maison en jardin d'hiver, les premiers ministres et les ducs discutaient de la politique coloniale. La maison fonctionnait comme un mécanisme impeccable. Mais derrière cette façade de grandeur se formait déjà une fracture psychologique. Archibald, malgré son amour pour Anna, supportait mal de vivre dans une maison construite avec l'argent de sa femme. Dans une maison qui, stylistiquement, était trop bruyante pour son goût raffiné. Il adorait la collection de livres et de tableaux, mais l'architecture elle-même, criant la richesse, l'irritait parfois. C'était le premier germe à peine perceptible du conflit. La maison avait été créée pour démontrer le succès, mais son nouveau maître préférait un pouvoir plus discret. Néanmoins, dans les années 1880, Mentmore atteignit son apogée. C'était le moment d'un équilibre parfait, où il semblait que les ressources des Rothschild et l'influence de Rosebery avaient créé une forteresse inexpugnable. Personne ne pouvait supposer que cette architecture unique, ces immenses espaces ouverts, exigeant des coûts colossaux pour le chauffage et l'entretien, deviendraient le talon d'Achille du domaine lorsque l'âge d'or céderait la place à l'âge des impôts et des guerres. Mais pour l'instant, dans le grand hall, la musique jouait et l'avenir semblait sans nuages. Franchir le seuil de Mentmore Towers à l'époque de son apogée signifiait entrer dans la plus précieuse boîte à bijoux de l'histoire. Ce n'était pas simplement une maison, mais un bouclier psychologique. Le baron Mayer créa un espace où chaque pouce carré criait la supériorité sur l'ancien monde. Le cœur de cet univers était le grand hall. Imaginez un atrium de 48 sur 40 pieds, flottant dans l'air. Le plafond de verre de Joseph Paxton inondait l'espace d'une lumière anormalement vive pour l'Angleterre. Ici, parmi des palmiers vivants, l'air était toujours chaud grâce à un système de chauffage révolutionnaire. C'était l'odeur du pouvoir absolu. Un mélange dense d'arômes de fleurs exotiques, de bois de rose poli et de poussière séculaire sur les tapisseries. Les intérieurs étaient assemblés à partir de fragments de monarchies européennes. Les murs de la salle à manger étaient ornés de véritables panneaux dorés du XVIIIe siècle, exportés du hôtel de Villars parisien. Les invités dînaient littéralement à l'intérieur de l'histoire de France. Les meubles n'étaient pas achetés dans des magasins, on les sauvait des incendies révolutionnaires. Le secrétaire personnel de la reine Marie-Antoinette se tenait ici aussi banalement qu'un bureau ordinaire. C'était le goût Rothschild, le célèbre style des Rothschild. L'excès comme protection contre le rejet. Un immense âtre en marbre, attribué au dessin de Rubens, avait été transporté ici depuis Anvers. Des troncs entiers d'arbres y brûlaient, créant un confort primitif au milieu du luxe impérial. Les miroirs étaient disposés stratégiquement pour multiplier à l'infini l'éclat du bronze doré et créer l'illusion d'un espace infini. Pour entretenir cet organisme vivant, il fallait une armée invisible de 80 domestiques. Ils veillaient sur les collections d'émail de Limoges et de vases en porcelaine de Sèvres, dont la valeur dépassait les budgets de petites villes. Mentmore semblait un monument inébranlable. On aurait dit que cette beauté massive pouvait arrêter le temps lui-même. Mais c'était précisément cette échelle, trop vaste pour la vie, trop coûteuse pour la réalité, qui préparait déjà le terrain pour la catastrophe future. En novembre 1890, la lumière éblouissante du palais de cristal de Mentmore s'éteignit à jamais. La catastrophe ne vint ni d'un krach financier, ni d'une guerre. Elle vint d'un tueur silencieux et invisible, la fièvre typhoïde.
Le 19e novembre, Anna, l'âme de cette maison colossale, et le seul pont entre les capitaux des Rothschild et les ambitions de Rosebery, mourut. Elle n'avait que 39 ans. Pour Archibald, ce fut plus qu'une simple perte d'épouse. Ce fut l'effondrement de l'univers. C'est ici que se révèle l'ironie la plus profonde du destin. Ce fut précisément après cette tragédie qu'il atteignit le sommet de sa carrière. En 1894, il accomplit le 3e point de son plan juvénile et devint Premier ministre de Grande-Bretagne. Mais la victoire s'avéra vide. Ses contemporains le décrivaient comme l'homme le plus solitaire et le plus malheureux à avoir jamais occupé ce poste. Le pouvoir, sans celle pour qui il avait été conquis, perdit tout sens. Mentmore Towers se transforma instantanément. Du centre politique bruyant où tintaient les cristaux et se décidaient les sorts de l'Empire, il devint un gigantesque mausolée. Archibald donna l'ordre qui se révéla fatal pour l'avenir du domaine. Ne rien changer. Cette décision fut dictée non par la logique, mais par le désespoir. Les chambres de Anna furent conservées intactes. Ses lettres inachevées restèrent posées sur les bureaux, ses robes pendues dans les garde-robes, comme si elle était sortie pour 1 minute seulement. L'armée de domestiques continua à polir les meubles et à maintenir un ordre impeccable pour un fantôme. La maison cessa de vivre au présent et se figea dans le passé victorien. C'est précisément à cet instant que fut semée la graine du déclin futur. Tandis que le monde, au-delà des fenêtres, changeait à vive allure, automobiles, téléphones, nouveaux impôts, Mentmore était artificiellement maintenu dans un sommeil léthargique de 1890. Archibald, enfermé dans son deuil, refusa toute modernisation. Il transforma la maison en sanctuaire, sans comprendre qu'il créait un fardeau insurmontable pour ses descendants. La grandeur devint un piège. La maison exigeait des ressources colossales pour entretenir une vie qui n'y était plus. Si le 19e siècle avait construit Mentmore et le début du 20e l'avait figé dans le temps, les années 1970 du 20e siècle décidèrent de le détruire. La catastrophe qui anéantit l'héritage des Rothschild ne fut ni un incendie, ni un bombardement. Elle arriva sous la forme d'une enveloppe officielle portant l'écusson du fisc de Sa Majesté. En mai 1974, mourut le 6e comte de Rosebery, fils de cette même Anna et d'Archibald. Avec le titre, son héritier, le 7e comte Neil Primrose, reçut non seulement les clés de la grande maison, mais aussi un arrêt de mort, l'impôt sur les successions. À cette époque, en Grande-Bretagne, des taux punitifs pour les riches propriétaires terriens atteignaient jusqu'à 75% de la valeur des biens. L'État, qu'Archibald avait autrefois dirigé en tant que Premier ministre, exigeait maintenant de son petit-fils le paiement pour cette grandeur. Neil Primrose se trouva face à un dilemme cruel, rappelant une tragédie grecque antique. Pour payer l'impôt et sauver ne serait-ce que les murs de la maison, il devait vendre ce qui rendait cette maison vivante, la collection. Mais il tenta l'impossible. Il proposa au gouvernement britannique un accord qui semble aujourd'hui fantastique. Acheter la maison entière avec sa collection inestimable, son parc et son histoire pour seulement 2 millions de livres sterling. C'était l'offre du siècle. Le directeur du Victoria and Albert Museum, Sir Roy Strong, suppliait les ministres de l'accepter, qualifiant Mentmore de plus importante collection d'art décoratif restant en main privée. Pour une somme équivalente au coût de construction de quelques kilomètres d'autoroute, la nation pouvait obtenir son propre Versailles. Mais le gouvernement travailliste, aux prises avec l'inflation et les grèves, répondit par un refus froid. Ils déclarèrent que le pays n'avait pas d'argent pour les jouets des riches. Ce qui suivit fut un acte de vandalisme culturel, perpétré au son du marteau de l'auctionnier. En mai 1977, la maison de vente Sotheby's annonça le début de la dispersion.
Mantmore Towers, qui avait été une forteresse fermée pendant un siècle, ouvrit grand ses portes, mais non aux invités, aux charognards. Pendant 10 jours, dans ce même grand hall où des rois avaient autrefois dîné, se pressaient des marchands de New York, des collectionneurs de Paris et des badauds de Londres. C'était comme une exécution publique. Les objets que Mayer de Rothschild avait rassemblés à travers toute l'Europe pour créer une image cohérente du monde étaient arrachés à leur contexte et vendus à l'unité. Le mobilier de Marie-Antoinette, les cheminées de Rubens, la porcelaine de Sèvres, les tableaux de Gainsborough, tout partait aux enchères. Les journalistes appelèrent cela la vente du siècle. Le produit de la vente dépassa 6 millions de livres, 3 fois plus que ce que le comte avait demandé à l'État. Mais c'était une victoire de Pyrrhus. À chaque coup de marteau, l'âme de la maison mourait. C'est ici qu'eut lieu une terrible transformation de sens. Les objets, qui étaient des symboles d'amour, de goût et d'histoire, se muèrent en simples lots numérotés. L'intégrité psychologique que le baron Mayer avait si méticuleusement construite fut détruite. La maison cessa d'être une maison. Elle devint simplement un bâtiment, une immense coquille vide de pierre et de verre. Lorsque le dernier camion d'antiquité quitta les portes, Mantmore plongea dans un silence plus effrayant que celui d'un tombeau. Les murs restèrent, mais le sens disparut. Ce fut le moment de vérité. Nous comprîmes que la grandeur est matérielle, mais fragile. Sans les gens et leur mémoire, même les palais les plus coûteux se transforment en décors attendant la démolition. Les Rosebery conservèrent l'argent, mais perdirent l'éternité. La maison, conçue comme un monument à l'immortalité de la dynastie, devint un monument à la myopie humaine et à l'indifférence bureaucratique. Aujourd'hui, Mantmore Towers se dresse dans un silence assourdissant, comme un navire de pierre échoué sur les rivages de l'histoire. Après la vente du siècle, la maison devint un trophée qui passe de main en main. Elle fut achetée par le gourou de la méditation Maharishi Mahesh Yogi, puis par le milliardaire Simon Alabi, qui rêvait d'y ouvrir un hôtel 6 étoiles. Mais tous les plans s'effondrèrent. La maison semble rejeter tous les nouveaux maîtres, gardant sa fidélité à ceux qui l'ont créée. Aujourd'hui, elle figure sur le registre du patrimoine en péril. La légendaire toiture de verre de Paxton fuit, et l'humidité ronge les murs qui avaient autrefois absorbé l'éclat de l'époque victorienne. La plus grande ironie réside dans le fait que des millions de personnes ont vu cette maison sans même s'en douter. Christopher Nolan choisit le Mantmore vide et sombre comme manoir de Bruce Wayne dans le film Batman Begins. Stanley Kubrick y tourna des scènes pour Eyes Wide Shut. Le palais vidé devint la décoration idéale pour des histoires de solitude cachées derrière un masque de richesse. Le cinéma a capturé ce qu'était devenu Mantmore en réalité, une belle mais vide coquille. L'histoire de la chute de Mantmore est un miroir pour notre époque. Nous vivons dans une ère où l'efficacité se mesure en chiffres, non en sens. En économisant 2 millions de livres en 1974, l'État a perdu un actif culturel qui vaudrait aujourd'hui des centaines de millions. Mais la vraie perte n'est pas dans l'argent. Les objets des Rothschild, dispersés dans les musées du monde, se sont tus. Le secrétaire de Marie-Antoinette dans un musée n'est qu'un meuble. À Mantmore, il faisait partie d'un dialogue vivant entre époques. Le baron Mayer de Rothschild construisit cette maison pour prouver son droit à une place dans l'histoire. Archibald de Rosebery en fit un temple de la mémoire. Et nous l'avons laissé s'effondrer, oubliant que l'héritage n'est pas les murs, mais la mémoire qui y vit. En regardant les fenêtres barricadées de Mantmore aujourd'hui, nous devons tirer une leçon cruelle. Ni l'argent, ni les titres, ni l'architecture géniale ne garantissent l'immortalité. Une maison est vivante tant qu'elle est nécessaire aux gens, non aux auctionniers. Et parfois, le son le plus fort que l'histoire puisse émettre est le silence dans un couloir vide.
où plus personne n'allume la lumière.